Franz Vaillant, bonjour. Bonjour. Nous allons parler des enfants célèbres. Et quand on dit les enfants célèbres, c'est 10 portraits que vous consacrez dans ce livre À l'ombre des étoiles, publié aux éditions du Cerf. Les enfants, eh bien, ce sont les enfants de Jules Verne, de Verlaine, de Guy de Maupassant, de Colette, de Picasso, je vais les citer tous, hein. Max Linder, Prévert, Albert Camus, Léo Ferré et Boris Vian. Alors c'est vrai que tous ces noms nous sont familiers. Ces écrivains, ces artistes, tous des génies dans leur domaine, eh bien, ont eu des enfants, certains un peu par accident, d'autres peut-être les non souhaités. On va parler de ces enfants, mais est-ce que c'était pour vous une évidence justement de vous pencher sur la progéniture de ces célébrités? Ça a été en tout cas une curiosité. C'est venu une fois lors d'une soirée, j'ai entendu une personne dire à une autre, ah, ne fais pas ton Georges Verlaine. Et moi, je ne connaissais que Paul Verlaine. Et j'aurais dit non, c'est Paul Verlaine. On m'a dit non, non, Georges le raté qui travaillait dans le métro. Et donc j'ai fouillé un petit peu et je me suis rendu compte qu'effectivement Paul Verlaine a eu un fils unique, Georges Verlaine, dont je compte la biographie dans le livre. Et je me suis dit, tiens, s'il y en a un, il y en a peut-être d'autres. Et j'ai fouillé, j'ai gratté comme ça. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'en fait, le temps et la puissance de l'œuvre ont statué beaucoup d'artistes. La postérité les a rendus familiers, presque copains. Il y a une intimité qui s'est créée. On peut voir un film de Max Linder, on prend un café avec Verlaine, on écoute Léo Ferré, on voit un film de l'un ou de l'autre. Ils font partie de notre quotidien. Et je me suis dit, tiens, 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 est-ce que ces hommes et femmes artistes ont été aussi de bons ou de mauvais papas ou de mauvaises mamans? Voilà, donc j'ai un petit peu fouillé. Et il faut croire que pour les enfants d'artistes, la notion d'artiste même n'a pas de consistance. C'est une réalité qui est faite d'amour, bien sûr, bien entendu, mais c'est une réalité qui est faite aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'absence et de beaucoup de souffrance. Voilà. Alors, pour revenir à Georges Verlaine, le pauvre Georges, comme on disait, père et fils, finalement, ils ne se connaîtront pas vraiment, ils ne se verront pas si souvent que ça. Oui, oui, oui. Alors, Georges Verlaine ne reverra pas son père passé l'âge de 7-8 ans. Voilà. On le trouve parce qu'une fois un journaliste a la curiosité d'aller à sa rencontre. Il travaille dans le métropolitain de Paris. On est en 1910-1912. Et Georges sait très bien qui était son père. C'est très bien qui était cet homme violent, mais il ne l'a pas revu depuis l'âge de 7-8 ans. Et quand le journaliste rencontre Georges, travaille donc à la station Malesherbes à Paris, la station de métro. Il est très ému de parler de son père. Ça reste son papa. Pour les fils de célébrités, ça reste papa ou maman. Voilà. Alors on voudrait peut-être parfois leur prêter beaucoup de talent. Certains n'en ont pas de talent. Ils sont pas là pour ça. Ce sont des enfants d'eux. Et Georges Verlaine, effectivement, mettra toute sa vie à défendre la mémoire de son père. Ce père qui a été un homme violent, qui a été un homme absolument terrible avec sa mère. Malgré tout, ça restait papa. Et j'indique dans l'ouvrage qu'effectivement, il lui arrivait d'aller notamment au jardin de Luxembourg pour converser avec ce père devant la statue de son père. Ce sont des parcours de solitude, ce sont 10 parcours de solitude avec quelques nuances, notamment Mathieu Ferré, le fils de Léo Ferré, ou Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, qui, elles, ont parfaitement accepté tout ça, ont parfaitement compris et passent leur vie encore aujourd'hui à faire vivre l'œuvre qui les nourrit. Ce besoin de reconnaissance posthume, on va dire, de leur père. On le voit avec Maud Linder, ce grand cinéaste, fille unique. Donc, moi, j'imaginais pas du tout que Max Linder pouvait être le personnage en privé qu'il était, puisque il ira jusqu'au suicide. D'ailleurs, peut-être se poser la question du suicide réellement avec sa femme. Elle découvrira son père, elle, dans un ciné-club, et en venant comme ça et timidement disant bah, je suis sa fille. Oui, oui, oui. Alors, le cas est terrible, effectivement, celui de Maud Linder, parce que elle est la fille de Max Linder, l'un des tout premiers génies du septième art. Il faut savoir que Max Linder a été le seul maître reconnu, avoué par Charlie Chaplin, ce qui n'est pas rien.
Et elle se retrouve orpheline à l'âge de 16 mois parce que ses parents se sont suicidés dans un palace de l'avenue Kléber à Paris. Disons que pour être tout à fait exact, Max Linder était, d'après moi, sous l'emprise de la drogue. Il souffrait d'une jalousie qui le ravageait, et c'est lui qui a tué sa femme. Il a tué d'abord elle, et il s'est donné la mort ensuite. Voilà. Et ce qu'il y a de très étonnant dans le cas de Maud Linder, c'est que quand Max Linder décède, elle ne le sait pas, donc elle a 16 mois, mais il dispose d'une fortune absolument considérable. Et il va y avoir toute une bataille judiciaire pour garder l'enfant, bataille auquel non, elle en est la cause, mais enfin c'est surtout l'argent qu'elle représente, et elle ne prendra vraiment connaissance du génie et du talent et de son métier de cinéaste de son père qu'à 18 ans, un soir, comme vous le rappeliez, dans un cinéma à Versailles. Et toute sa vie va être déchirée entre l'admiration extraordinaire qu'elle porte à cet homme qui réellement avait du génie et le salaud qu'il fut, puisqu'il a quand même tué sa mère. Et donc, elle va faire choix de préférer, on va dire, l'artiste au papa, puisque le papa était absolument épouvantable. Il y a une forme d'ambiguïté aussi quelquefois entre l'artiste, la célébrité. Je prends l'exemple de Colette parce que Belgazou, sa fille, Oui. Colette, et Colette de Jouvenel, elle a été finalement trompée par sa mère toute sa vie. Ou puisque à la Non, fin, et c'est souvent à l'ouverture du testament que les choses se passent, on le constate. on peut pas vraiment abattre comme ça Colette. Je pense que Colette était consciente de son génie. Colette était une artiste. Les artistes, quand même, sont des gens exceptionnels, c'est-à-dire qu'ils relèvent de l'exception. On ne peut pas attendre d'eux un comportement entre guillemets classique de parents. Ça n'est pas possible. Colette savait la puissance de son œuvre, elle construisait une œuvre, et tout ce qui pouvait entraver son œuvre et sa montée, non pas dans la célébrité, mais plus que ça, dans la postérité, dans le génie, elle écartait tout ça. Alors c'est vrai qu'elle n'a pas été, au regard des modes d'éducation que l'on peut connaître aujourd'hui, elle n'a pas été une maman exceptionnelle. Elle a été d'abord la mère de son œuvre. Et on peut le dire pour tous les artistes dont je parle dans l'ouvrage. Encore une fois, les artistes sont des êtres exceptionnels. Ça ne sont pas des salauds, mais ils préfèrent leur œuvre au quotidien, à la vie. Colette de Jouvenel n'était pas une artiste, certainement pas. La fille de Colette était une très très grande journaliste, par contre. Et sa mère a battu des mains. Sa mère était très fière d'elle, jusqu'au jour où, malgré tout, ses articles auraient pu, on va dire, empêcher ou contrarier sa maman. Voilà. C'est d'abord l'artiste. C'est vraiment à l'ombre des étoiles. Il capte un peu une parcelle, quelques poussières de lumière, mais ils sont toujours à l'ombre de leurs parents, si toutefois ils décident aussi d'emprunter une voie à peu près semblable à celle de leurs géniteurs. Alors pour certains, alors pas forcément pour certains enfants, mais pour certains conjoints, par exemple, je pense à Prévert, parce que Prévert, c'est quand Ouais. même le poète, il a je ne sais combien d'écoles qui portent son nom, Mm. et on découvre que finalement, bon, il a eu une fille, mais il voulait pas spécialement d'enfant. Est-ce qu'il était vraiment heureux d'être père? On peut se poser la question. Sa petite fille, Eugénie Bachelot-Prévert, que j'ai rencontrée, donc, et qui m'a donné beaucoup d'informations, en doute. Est-ce qu'il est heureux d'être... Quand il décède en 1977, à l'âge de 77 ans, Janine, sa femme, a veillé avec un soin féroce sur son mari, contrariant même, c'est un passage assez pénible dans le livre, contrariant même, pardon, les venus de sa famille, et elle a écarté leur unique fille, Michel, surnommée Minette, de toutes les dispositions testamentaires. Le testament a été rédigé quand le notaire est venu l'enregistrer. Et sa fille en a terriblement souffert. Encore une fois, Prévert, je pense que Prévert était un monsieur très bien, mais c'était encore une fois, avant tout, un artiste. Il préférait son art à toute chose. Et puis, c'est quand même assez rare, je veux dire, pour un papa comme Léo Ferré, qui était très attentif à l'éducation de ses enfants, qui leur laissait grande liberté, mais qui était très attentif. Pour un Albert Camus, qui a été, pareil, un papa très aimant et très protecteur, beaucoup d'artistes ont d'abord été des artistes. Voilà. Dans le cas de Prévert, ce qu'il y a de terrible, c'est que
il y a une affaire de considération et il y a une affaire d'argent. Par exemple, Prévert, vous le disiez, nombre d'écoles portent son nom, mais l'argent est un élément important. Les feuilles mortes qu'il avait coécrit avec Cosma généraient, je crois, en 2010, plus de 400 000 euros par an. 400 000 euros par an, c'est tout à fait considérable. Mais c'est surtout la reconnaissance en tant qu'individu, là je parle de Michel, sa fille, dans le choix des œuvres, des republications, qui va lui porter un coup fatal puisqu'elle va se suicider à 39 ans en 1986. Alors, on a parlé effectivement d'Albert Camus et de sa fille Catherine. Là, on entre aussi dans quelque chose d'un peu particulier parce que, évidemment, toutes ces personnalités, à un moment ou à un autre, sont récupérées par les politiques, entre autres pour Camus, c'est un petit peu ça, la fameuse entrée au Panthéon de Camus, enfin la demande d'entrée au Panthéon de Camus. Je crois que c'est Nicolas Sarkozy qui avait enfin, c'est sous Oui, Nicolas Sarkozy que ça a été demandé. Et là, on voit quand même que c'est un véritable imbroglio politique qui se noue. Et elle tient bon, elle, par rapport à son père, en disant que d'une part, il était claustrophobe et qu'il n'aimait pas les honneurs, et puis elle obtiendra gain de cause. oui, là aussi, c'est encore une fois, c'est un chemin de solitude. Catherine Camus, que je n'ai pas rencontré, mais qui a accepté de relire son passage, enfin le passage et elle a fait quelques annotations, elle a apporté quelques précisions. Elle a une phrase, c'est le titre du chapitre. Elle parle d'ayant de voix, c'est-à-dire que moi, fille d'Albert Camus, j'accepte l'héritage de mon père, cet héritage qui va me faire vivre, mais je dois aussi respecter la volonté et sa mémoire. Et alors je dis que par exemple, elle a appris la mort de son père, c'est quand même tout à fait étonnant, par la maladresse d'une amie de leur mère, le jour de son enterrement même. Voilà. Et donc être ayant devoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire gérer une œuvre. Il faut savoir que par exemple chaque année, l'étranger se vend à plus de 150 000 exemplaires. En France, il y a des il y a des droits de traduction dans 58 pays, mais elle et son frère Jean sont deux enfants jumeaux et elle se retrouve parfois en première ligne, comme vous l'évoquez, dans le cas de la panthéonisation voulue par Sarkozy. Elle n'était pas vraiment défavorable à ça. Son frère s'y est opposé. L'affaire en est restée là. Il y a eu un centenaire de Camus à Marseille. Elle s'est retrouvée en première position. C'est absolument pas facile. Je lis dans la préface que finalement les artistes, les enfants d'artistes se retrouvent à rendre des comptes qu'ils n'ont jamais pris. C'est-à-dire ils doivent justifier d'une existence, d'une biographie qui n'est pas la leur finalement. Et j'évoque un peu les situations grinçantes dans lesquelles elle a fini par se retrouver parce qu'elle est certes la fille d'Albert Camus, on l'embête, on l'emmerde, par exemple, quand elle va à la Sorbonne, tout le monde attend la copie de la fille d'Albert Camus. Que peut écrire la fille d'Albert Camus? Et elle se refuse à donner la copie, elle préfère rendre en copie blanche, et le devoir, elle a fait, mais elle a fait chez elle, parce qu'elle veut aussi exister en qualité de femme, quoi. Elle n'est pas que la fille d'Albert Camus. Oui. On va terminer avec Léo Ferré parce que Léo Ferré est quand même un personnage, un artiste atypique dans le paysage du showbiz, hein, pour parler de showbiz, mais aussi un grand génie. On n'imagine pas le Léo Ferré intime comme ça. Quand Mathieu Ferré apparaît, il apparaît publiquement d'abord à 4 ans sur la pochette d'un disque qui s'appelle L'Espoir. Quand Mathieu Ferré naît, il naît en Suisse parce qu'il est encore en pleine procédure très 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 belliqueuse avec sa seconde femme, Madeleine. L'artiste a 54 ans et Marie, sa compagne, en a 23. Alors on imagine les titres, les chourras qu'aurait pu faire la presse à ce moment-là. Il va rester, on va dire, un enfant dans l'ombre jusqu'à l'âge de 4 ans. Pourquoi 4 ans? C'est que à ce moment-là, ben, le divorce est prononcé, il peut enfin montrer son fils. Voilà. Mathieu est un cas à part parmi tous ceux dont je parle parce que Mathieu fait un travail, je trouve, admirable pour la connaissance de son père. Il a réédité prochainement toutes ses interventions télévisées de toutes les chaînes francophones. Il a sorti absolument tous les albums. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il part à la recherche de son père, qui est donc est mort en 1993, le 14 juillet 1993. Et ces trouvailles, il nous en fait profiter. C'est-à-dire qu'en fait, il continue un amour, un dialogue quasiment avec son papa qui est éteint. D'ailleurs, il ne l'appelle que Léo, il ne l'appelle pas papa, il l'appelle Léo. Et il n'y a aucun conflit. Il y a un amour évident pour l'artiste et pour le père qu'il était. Là, vraiment, il porte au panthéon du respect ce qu'on appelle le devoir de mémoire.
Voilà, merci Franz Vaillant. Donc, 10 portraits 10 portraits d'enfants et de parents, hein. Donc, je le rappelle, il y a Jules Verne, on l'a pas évoqué, mais vous le découvrirez dans le livre, Verlaine, Maupassant, Colette, Picasso, Max Linder, donc Jacques Prévert, Albert Camus, Léo Ferré et également Boris Vian. Merci beaucoup. Je Merci. rappelle, À l'ombre des étoiles et c'est publié aux éditions du Cerf. Merci.